Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris pour ce dernier débat politique à la ferme. Mercosur, Emmanuel Macron a-t-il le pouvoir de dire non? C'est vrai qu'on a du mal à comprendre Emmanuel Macron qui s'implique en fond dans les sujets agricoles. Comment d'un côté il entend produire de la qualité, protéger les agriculteurs et à la fois il ne dit pas non à ces accords internationaux. Les agriculteurs dans les allées se posent des questions. Est-ce qu'il y a un double discours? C'est justement ce qu'on va voir en compagnie de Nicolas Turquois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Vienne, MoDem, vous êtes agriculteur, multiplicateur de semences, c'est bien ça? C'est ça. Juste à vos côtés, Daniel Grémillet, bonjour. Bonjour. Sénateur des Vosges, et puis vous appartenez aux Républicains. Voilà. Et producteur de lait. Et producteur de lait, effectivement. Michel Dantin, bonjour. Député européen, toujours très heureux de vous retrouver sur ces débats. Merci. Et à vos côtés, Daniel Roguet, donc vous êtes de la Chambre d'agriculture, président de la Chambre d'agriculture de la Somme, membre de la PCA. Et agriculteur. Éleveur, précisément. Éleveur. C'est bien ça. Est-ce que vous avez l'impression, tiens, je vais vous donner la parole à vous, est-ce que vous avez l'impression en tant qu'agriculteur qu'Emmanuel Macron a un double discours? De toute façon, je représente les éleveurs. Effectivement, on n'arrive pas toujours à bien comprendre le discours, en sachant qu'on sort des EGA où c'est qu'on nous fait part justement qu'il faut qu'on produise de la qualité, qu'on augmente un peu notre volume de qualité. On a aussi le souci du bien-être animal avec les normes qui sont assez conséquentes. Et de l'autre côté, on signe des accords avec une importation plus forte en viande bovine qui va perturber énormément le marché. Et déjà qu'on a une baisse de consommation au niveau de la viande, ceci ne va pas du tout arranger sur l'économie générale du pays. Alors c'est vrai, on a l'impression qu'il y a eu des EGA pour la qualité et de l'autre côté des accords. Comment vous réagissez? Alors, il faut être vigilant. À titre personnel, je vais rapporter la loi des EGA pour le groupe MoDem. Donc, ça me pose un certain nombre d'interrogations. Il y a des vigilances, il y a des déclarations. Après, clairement, il faut engager la politique française, et notamment sur l'élevage, sur du plus haut de gamme. Et il faut inciter nos concitoyens à le consommer. Il y a quelques années, il y avait 30% de la viande vendue en grande surface qui était d'origine étrangère. La viande d'origine étrangère a pratiquement disparu en grande surface. On la retrouve dans la restauration collective. Pourquoi ce qu'on a réussi à faire sur les grandes surfaces, on ne pourrait pas le faire dans nos restaurations collectives? Il faut peut-être falloir jouer sur le prix auquel on facture les repas à nos enfants. Daniel Grémillet, lui, je sais, il est inquiet. C'est pas je sais, c'est qu'effectivement, il faut être vraiment réaliste. Le réalisme, c'est quoi? C'est aujourd'hui dire aux agriculteurs, il faut monter en gamme, mais arrêtons de laisser croire que les paysans, les éleveurs, le marché n'a pas cessé de monter en gamme par rapport aux besoins, l'exigence des consommateurs. Arrêtons de laisser croire qu'on peut continuer d'être dans un schéma où on apporte des contraintes au niveau de l'agriculture française, au niveau de l'agriculture européenne, sur le choix, sur l'identité de l'Europe, l'identité française, par rapport à ce qu'exige notre société, et puis laisser de notre côté rentrer des produits qui ne rentrent pas dans les mêmes cahiers des charges de normes, dans les mêmes exigences sociétales des pays avec lesquels on est en train de négocier. Et je vous rappelle que pour les pays avec lesquels on est en train de négocier, on est sur des prix de revient de moins 30% par rapport au prix qu'on peut connaître au niveau des charges. Si je prends des discussions avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est moins 70%. Ce n'est pas le même type de paysans, ce n'est pas le même type d'exigences et de contraintes sociétales. Et effectivement, on est dans une situation de poker menteur. Donc, par rapport à la question du président de la République, je répondrai oui. Le président, s'il a le courage de dire au niveau de Bruxelles que c'est dans tel cadre qu'on va négocier les échanges au niveau de l'Europe avec le Mercosur notamment, ça c'est réaliste. Et le deuxième rendez-vous du président de la République, il ne faut pas qu'il soit en contradiction. On sort des États généraux de l'alimentation. Il y a un texte de loi qui a été déposé là, qui va nous arriver à l'Assemblée, qui va arriver au Sénat. Et qu'est-ce que je vois? Il y a 2 articles où on met en compte des contraintes supplémentaires, notamment sur le bien-être animal, qui n'ont rien à voir avec ce que les Brésiliens peuvent faire, etc. Donc on est dans une situation quand même où faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc on ne peut pas avoir un président qui d'un côté dit « je suis un Européen » et de l'autre mettre l'agriculture et surtout le secteur de l'élevage dans de telles situations de distorsion de concurrence. Michel Dantin avec le regard européen. L'Europe, elle se construit en convainquant, elle se construit en liant des alliances et non pas à coups de menton. Et j'ai l'impression que le président de la République, pour l'instant, voit une Europe dirigée de ses coups de menton,
On a vu avec les listes transnationales qu'il n'avait pas toujours raison. Et je pense que récemment, à la suite de la dernière visite de Mme Merkel à l'Élysée, il a changé d'avis sur la question du Mercosur. Je crains que le ralliement de Mme Merkel à ses thèses sur une nouvelle gouvernance économique de l'Europe et pour compensation, une ouverture supplémentaire du marché brésilien aux voitures allemandes et donc une accélération dans la conclusion de l'accord sur le Mercosur. Alors je viens d'avoir, il y a quelques minutes, des informations de ce qui se passe en ce moment même dans la négociation. Il semble que la négociation soit ce soir, excusez-moi le terme, plantée par la volonté des pays du Mercosur qui sont en désaccord sur différents sujets, notamment sur le sujet du lait. J'espère que Mme Malmström n'aura pas la volonté de passer outre le désaccord des pays du Mercosur pour conclure coûte que coûte. Mais je vois dans le désaccord de nos éventuels partenaires une source d'espoir pour les paysans français. Vous êtes optimiste? Non, je ne suis pas spécialement optimiste. Je doute, évidemment, comme l'a dit mon collègue Grémillet, sur les conditions sanitaires au Brésil. J'ai d'ailleurs obtenu du Parlement européen, en préalable à une commission d'enquête, qu'une mission dont je ferai partie aille au Brésil pour voir comment les vétérinaires européens ont effectué les contrôles sur la traçabilité, sur les usages d'hormones, sur les usages de médicaments dans des exploitations au Brésil. Nous y allons la première semaine d'avril. J'ose espérer que l'accord ne sera pas conclu avant. Mais en tout cas, nous y allons avec la conviction, non pas de juger ce que font les Brésiliens, c'est leur problème, mais de juger la manière dont nos contrôleurs, les contrôleurs de la DG Sanco, les vétérinaires européens, vont faire les missions de contrôle sur le terrain. Est-ce qu'Emmanuel Macron a la possibilité d'influencer ce qui se passe actuellement? Oui, s'il est capable, c'est ce que je disais au début de mon propos, de convaincre et pas simplement de donner des coups de menton. Il faut convaincre nos partenaires. Nos partenaires européens ont pour certains des intérêts divergents. Sur la question de la viande et de la viande bovine en particulier, nous sommes deux pays très directement concernés, l'Irlande et la France. Au Parlement européen, nous fonctionnons en parfait binôme. J'ose espérer qu'il a le soutien parfait du président et du chef du gouvernement irlandais. Il en faut d'autres. Le risque, c'est que les Brésiliens nous envoient uniquement des morceaux nobles. Or, c'est ces morceaux nobles qui font le prix d'une carcasse. Et on peut annoncer des tonnages qui ne paraissent pas très très importants au grand public, 70, 80 000 tonnes. Mais si c'est 80 000 tonnes de morceaux nobles, ça veut dire qu'on détruit une grande partie de la valeur ajoutée de la carcasse française. Daniel Grémillet. Je partage complètement ce qu'il dit parce qu'il faut l'additionner déjà avec les accords du CETA. Donc on est en train d'additionner des petites choses. Mais effectivement, on donne l'impression que c'est des volumes peu conséquents. Mais je partage complètement ce que dit M. Dantin. La conséquence pour la France, c'est 30 000 élevages sur nos territoires, répartis sur nos territoires, qui peuvent être mis en grande fragilité, voire disparaître. Et c'est pour ça qu'il y a un point la semaine passée au Sénat, il s'est passé un élément qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent depuis que l'Europe négocie des accords de libre-échange. Nous avons eu une discussion parlementaire au Sénat sur une résolution sur les conditions dans lesquelles nous considérons que l'Europe doit accepter effectivement que des échanges puissent se faire. Et nous avons mis quoi en exigence? Transparence. Je vous rappelle que les difficultés aujourd'hui des négociations, c'est que c'est la plus grande obscurité et la difficulté d'avoir des informations sur l'état des négociations, mais surtout le respect des exigences sanitaires, ce qu'on a évoqué, des exigences environnementales qu'on exige aux agriculteurs. On ne peut pas d'un côté dire des choses qui sont contraires et de laisser croire qu'on peut être compétitif de la même manière. C'est absolument impossible. Donc nous avons voté ça. Ça a été voté à quasi-unanimité puisqu'il y a eu une seule abstention. Et c'est la première fois. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide. Sauf que c'est la première fois qu'il y a un vote sur une position française qui, à mes yeux, devrait conforter le président de la République, Emmanuel Macron, s'il est courageux, parce qu'il ne faudra pas oublier et faire fi
des débats parlementaires. Nous sommes les élus des territoires, les élus de la population. Il est normal que la France tienne compte de l'expression, pour la première fois, l'expression des élus et de leurs exigences. Daniel Roguet. Oui, écoutez, moi je suis très très inquiet par rapport à ce qui vient d'être dit vis-à-vis du Mercosur. Moi je voudrais penser aux éleveurs qui sont en train de travailler le mieux possible. Et je voudrais aussi mettre en avant le système français. On parle beaucoup du système français par rapport à son modèle. C'est un modèle qui est unipersonnel, c'est un modèle qui défend, c'est un modèle que la société demande demain, et avec un équilibre de tout le territoire. Alors nous ramener encore de la viande sur le marché français, ça aura des conséquences. Surtout que parfois, il faut reconnaître que le consommateur s'y perd aussi par rapport à tout ça. Et je crois que là-dessus, il y a des conséquences. Et on voit déjà du mal. Je vous le dis sincèrement, les chambres accompagnent l'installation. On a déjà du mal à donner de la perspective aux éleveurs. Si on en rajoute encore un petit peu, et puis je vous en prie, on demande beaucoup, les revenus baissent. Je regrette, on parle beaucoup de prix. Les charges, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, sont élevées. Quoi dire demain ? Et ça, c'est vraiment l'enjeu aussi de l'occupation du territoire, de l'installation des jeunes. Et je regrette et j'appelle aux parlementaires de faire pression vis-à-vis de ces conséquences-là. Alors je sais, monsieur le député, qu'il y a aussi un aspect par rapport au libre-échange. Mais attention, soyons vigilants. Et quand on voit tous les crises sanitaires qu'on vit chez nous, il ne faut pas en rajouter déjà, parce que déjà c'était compliqué, quoi. Voilà mon avis, ce qu'on pourrait dire. Oui, je voudrais ajouter un élément. On parle de la viande, on parle toujours de l'agriculture. Mais il faut être très clair entre nous. Suivant les secteurs, les avis sont divergents. Je vois défiler dans mon bureau à Strasbourg les différents représentants des filières. Tous n'ont pas le même langage parce que tous n'ont pas le même intérêt. Les filières lait ou les filières vin nous demandent un accord le plus vite possible, alors que la filière viande, la filière volaille, à juste titre, demande de mettre le pied sur le frein. C'est pour ça aussi que le monde agricole réagit peu. Je pense qu'il y a quand même une réaction assez vive par rapport aux... Emmanuel Macron a fait le tour, il a fait des discours, il a séduit. Oui, mais d'accord, mais enfin, vous voudrez quand même reconnaître qu'il y a une forte mobilisation dans les manifestations, il ne faut quand même pas exagérer. Nicolas Turquois. Oui, je voudrais m'exprimer. J'entends et je vois la détresse d'un certain nombre d'éleveurs et l'inquiétude qu'il peut y avoir. Mais comme vous l'avez dit, d'abord, ce n'est pas homogène entre les filières, ça c'est une chose. Et puis la réalité, c'est qu'actuellement, sur des pays comme le Mercosur, il y a une forte progression de la Chine en termes d'investissement, sur des investissements industriels, on n'est pas sur de l'agriculture. Et cet enjeu-là, il est aussi à prendre en compte. Et donc, c'est comment on organise pour nos éleveurs, dans ce contexte-là, parce qu'il faut, comment on organise dans nos éleveurs leur protection, la qualité sanitaire. Parce qu'effectivement, comme l'a dit monsieur le député européen, on a des craintes légitimes à avoir. Il y a des sujets, le fait aussi que ce soit des morceaux d'aloyaux qui peuvent venir plutôt que des carcasses entières, on l'a vu avec le CETA, c'est des éléments qui peuvent vraiment perturber le marché de la viande bovine. C'est pour ça qu'il y a une vraie stratégie à avoir au niveau des filières françaises et de l'utilisation, notamment dans la restauration collective, sur des volumes supplémentaires, plutôt d'avoir une attitude offensive sur ce qu'on fait de notre élevage français, plutôt que d'être sur une défensive qui, de toute façon, va avoir des digues qui vont lâcher parce qu'il y a des pays européens qui ne sont pas sur cette ligne-là. Il y a des filières françaises agricoles qui ne sont pas sur cette ligne-là. Donc, il faut créer un autre modèle. La ligne de crête est difficile. J'entends des remarques qui sont des vraies questions. Mais il faut avoir une attitude offensive sur ce qu'on veut faire de la filière française, à l'image de ce qu'on a peut-être fait sur la viticulture il y a un certain nombre d'années. Il y a eu des choses difficiles en viticulture il y a 20 ans. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, la viticulture française se porte bien parce qu'on l'a positionnée sur de la qualité. Et malgré tout, même s'ils s'achètent un peu de vin espagnol en France ou un peu d'italien, la filière française vin se porte bien. Eh bien, essayons de faire quelque chose de similaire sur la viande française. Vous avez parlé d'hétérogénéité selon les filières. Est-ce qu'entre les pays, vous ressentez, quand vous discutez avec vos collègues européens, aussi une grande variabilité d'appréciation par rapport au Mercosur? Sur la question viande, il faut être lucide. Il n'y a que la France et l'Irlande, j'aurais dû dire l'Irlande et la France, qui ont une production de viande spécialisée, d'éleveurs spécialisés. Partout ailleurs en Europe, la production de viande est un sous-produit de la production laitière. Donc la préemption de la question est complètement différente. C'est ce qui nous rend la tâche française d'autant plus difficile. Alors, en plus, il ne faut pas se voiler la face. La production de viande spécialisée française a évolué. On a des carcasses de plus en plus lourdes qui ont de plus en plus de peine à trouver place sur le marché parce que la demande a elle-même évolué. Et il faut donc qu'on travaille dans le cadre de la future PAC, peut-être dans le cadre des États généraux de l'alimentation ou de ce qui suivra, aussi à une meilleure adaptation du produit
qui est produit par l'agriculture à ce que demande aujourd'hui le consommateur. Au niveau européen, vous travaillez toutes tendances politiques confondues? Au niveau Pour la européen, France, nous travaillons toutes tendances confondues. Dans la délégation qui va au Brésil, il y a 2, sinon 3 Français sur 8. ça veut dire quoi? Et au moins une Irlandaise, donc ça montre bien les pays qui sont directement concernés. Alors, j'ajoute une chose, entre le CETA et le Mercosur, il y a une différence. Parce que dans le CETA, les Canadiens se sont engagés à mettre en place une filière de la naissance à la fourchette correspondant à la règle européenne. Je pense qu'économiquement, ils n'y auront pas intérêt. Et donc, le risque de voir arriver de la viande canadienne, il est très lointain. Alors que le risque sur le Mercosur, il est immédiat, avec des conditions de traçabilité qui ne sont pas avérées, avec des utilisations de produits dont on sait qu'ils ne correspondent pas aux normes européennes. D'où la proposition du Sénat de s'enrichir d'accords équilibrés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait une Europe qui se renferme. Échanger, il faut le faire. Mais par contre, dans des conditions identiques. Et les conditions identiques, c'est le sanitaire, c'est la traçabilité des animaux, et on peut en savoir quelque chose, je le dis parce que les chambres d'agriculture, les éleveurs ont fait un travail absolument fabuleux dans notre pays et en Europe. Tous les pays n'ont pas cela, mais et surtout, on ne peut pas admettre qu'il y ait des négociations et des situations de suppression des droits de douane sur des produits qui vont rentrer alors que la société française exige d'autres contraintes, et que je reviens sur le texte de loi et je reviens sur la position du gouvernement et du président de la République. Aujourd'hui, on n'est pas en configuration d'alléger les charges des agriculteurs français, on est en configuration de les alourdir. Et ce n'est pas comme ça qu'on va les mettre dans une situation favorable par rapport au secteur de la viande en particulier. Alors, on a fait un petit micro-trottoir dans les allées pour voir ce que le consommateur comprend ou pas du Mercosur. On peut lancer les images. Il nous faut le son en retour. D'un côté, on nous demande de faire du bio et de la viande de qualité, et d'autre côté, on va nous faire rentrer de la viande élevée dans des conditions hors normes et avec des produits illégaux en France, quoi. Donc c'est soit on part dans une direction, soit on part dans l'autre, quoi. Donc nous, on a tout à perdre là-dessus, quoi. On n'arrive déjà pas à écouler nos viandes sur le marché français, alors donc si en plus on fait rentrer de la viande, encore plus de viande de l'étranger, ça va être encore pire, quoi. Il faut savoir, chez nous, une vache qui est inscrite par le boucher, il faut 1 mois et demi à 2 mois de délai avant qu'elle puisse partir à l'abattoir. Donc si on augmente encore les délais, ça va être catastrophique pour nous, quoi. Mais nous, par rapport à nous, ce qu'on considère, c'est qu'ils produisent à l'heure actuelle de la viande dans ces pays-là avec pas les mêmes normes que ce qu'on peut utiliser en France. C'est-à-dire qu'ils ont plein de produits qu'ils utilisent qui sont interdits chez nous. Les farines animales, les antibiotiques de croissance pendant toute la vie des bovins, qui sont élevés dans des grands feedlots de 30 000 à 40 000. On est loin des images d'Épinal qu'on peut avoir tout autour du salon sur ces images, sur nos superbes races françaises qui sont produites la plupart du temps en estive, dans les champs, en mangeant principalement de l'herbe, contrairement à ces pays-là où elles mangent principalement des concentrés ou des aliments. Pour le Mercosur, j'ai un avis, pas tellement dans le domaine des bovins que je ne connais pas très bien, mais dans le domaine de la volaille. 40% des volailles consommées en France sont des volailles qui sont importées beaucoup d'Europe, mais aussi déjà du Brésil, donc dans des proportions qui sont déjà significatives. Et c'est vrai que l'ouverture de nouveaux quotas posera certainement des problèmes aux producteurs de volailles standards. Alors pour louer, ça n'a pas de conséquences importantes, puisque nous, on n'a pas de concurrence dans les pays du Mercosur sur le type de production qu'on fait, mais affaiblir encore la production de la volaille standard en France serait un très grand drame pour demain pouvoir être capable de continuer à diffuser facilement nos productions. Donc on pense qu'il va falloir faire très attention et border des accords, et en tout cas éviter que les productions qui arrivent soient des productions qui soient moins disantes par rapport à nos façons de travailler, entre autres sur l'utilisation du chlore pour le refroidissement des carcasses, ce qui est la pratique habituelle en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'éleveurs, on est inquiets par rapport au Mercosur, par rapport aux importations donc, de viande, que ce soit en volaille ou en viande bovine. Donc on sait que dans ces pays-là, il y a des conditions d'élevage qui sont loin des nôtres, hein, avec des traitements antibiotiques tout au long de l'élevage, que nous, on ne fait plus du tout. Donc c'est une concurrence déloyale au niveau sanitaire et au niveau même social. Nous, on n'est quand même pas du tout favorable à ces importations-là, donc notamment en viande bovine et de volaille.
Donc ce qu'on ressent, c'est qu'il y a de l'inquiétude aussi pour la volaille standard. Évidemment, les chiffres ont été donnés. La bataille pour la volaille est de même nature que la bataille pour la viande. Et il y a une autre bataille également pour le sucre et la filière éthanol. Donc nous avons 3 secteurs sur lesquels nous sommes complètement sur la défensive en agriculture. Et nous avons 2 secteurs où nous sommes offensifs. C'est le vin et les spiritueux et les produits laitiers qui sont demandeurs de l'accord avec le Sud. Une phrase de conclusion, peut-être chacun, monsieur, avec le micro. Ça sera mieux, effectivement. Non, il faut de la vigilance, mais il faut aussi du réalisme. Regardez ce qui se passe au terme d'échanges mondiaux, toutes marchandises confondues. Daniel Grémier. Il faut respecter l'exigence du consommateur. On ne peut pas d'un côté laisser les agriculteurs français répondre effectivement à ces exigences et de l'autre côté laisser rentrer des produits qui ne correspondent pas du tout à ce que le consommateur attend et pour faire vivre nos territoires. Quand je vois le débat qu'il y a en France sur les 1000 vaches, qui est un débat absolument phénoménal, qui est complètement à l'opposé des discussions et des libres-échanges qu'on va avoir avec les pays du Mercosur, je suis désolé, il y a vraiment un problème et il faut arrêter de laisser croire au Père Noël. Michel Dantin. Peut-on positiver? L'Europe est la première puissance exportatrice au monde, y compris en produits agricoles. Donc nous vendons, et nous vendons beaucoup aux autres. Notre consommateur demande un standard supérieur au reste du monde. Nous devons respecter la demande du consommateur. Mais sans exportation, il n'y aurait pas d'agriculture française, il n'y aurait pas d'agriculture européenne. Daniel Roguet. Moi, je l'ai déjà dit, très inquiet parce qu'on est dans l'installation des jeunes demain et dans la production bovine. Je crois qu'il y a une vraie inquiétude. Alors, sur le dossier qu'a évoqué tout à l'heure Daniel Grémier par rapport aux 1000 vaches, vous savez, je suis le président de la Chambre d'agriculture de la Somme. J'ai bien vécu cette situation-là. Elle était difficile et je pense qu'on ne va pas renouveler ces mêmes situations ailleurs. Et je vous garantis que c'est quand même beaucoup d'inquiétude. Et je voudrais quand même vous dire que sans que le sanitaire n'est pas au même niveau que le nôtre, je ne vois pas comment on peut ouvrir les frontières. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau TV Agri débattre de cette question importante du Mercosur. Merci à vous.